C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno québécoise, qui elle ne s'éclipse jamais, sauf quand on prend une pause. J'espérais, Alain, que tu fasses un lien avec les événements, l'actualité, la météo, quelque chose. Et là, tu te surpasses cette semaine. Je sais pas si c'est de la météo, mais c'est certainement un événement qui va affecter la météo parce que l'éclipse du 8 avril qui s'en vient dans quelques jours va affecter effectivement là où elle passe. En tout cas, notamment ici dans le sud du Québec et dans un peu plus le nord aussi, la météo, les animaux, la nature et évidemment plein d'humains. Et dont des gens qui sont des astronomes amateurs et qui ont lancé une application, on va en parler plus tard dans l'émission, Mon Éclipse, qui va aider les gens qui s'intéressent à mieux vivre ce moment qui est quand même assez unique en son genre, une éclipse totale, là, c'est rare qu'on voit ça. Le vivre de façon sécuritaire et optimale. Exact. Et voilà. On va saluer nos partenaires pour 2024, monsieur. TELUS, Plan Hub et Hello Darwin, et aussi nos commanditaires pour les entrevues, l'hébergeur québécois, Planet Toaster qui héberge mon site et le tien, Alain. Oui, monsieur. Très satisfait. Qu'est-ce qu'on va parler dans cet épisode? J'aime ça, cette tournure de phrase-là. On va parler de syntaxe de grammaire, parce que... Et voilà. On va parler de l'éclipse, tu l'as mentionné. On va parler des nouveautés Nothing et OnePlus. On va parler des textos par satellite sur Android qui pourraient arriver plus vite que sur les téléphones Apple. Oh! J'ai un petit peu hâte, ça va faire jaser, ça. Évidemment, Apple va lancer les meilleurs systèmes de textos par satellite sur les appareils iPhone. Apple. Oui, effectivement. Après, des moniteurs externes Xebec pour Mac et PC et un clavier portable pour son ordinateur portable. Tu vas voir, Alain, c'est assez joli et élégant. Assez portable, merci, effectivement. Est-ce qu'on glisse un mot sur Jovaco? Écoute, on réinvite les gens, oui. Je te laisse expliquer qui est Jovaco, mais on a reçu la patronne, la présidente de Jovaco il y a 2 ou 3 épisodes de ça, et c'est intéressant sur ce que fait Jovaco, mais aussi la place des femmes dans les technos, parce qu'on a fait ça dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes. Donc, on a appris beaucoup de choses. Jovaco, qui est un spécialiste des progiciels de gestion intégrée, les fameux ERP. Quand les gens vous parlent des ERP, puis ils vous disent « Ah, ouais, mon ERP, fais ci, fais ça ». Ben, c'est un progiciel de gestion intégrée, ça. C'est ça que ça se trouve à être. Et Jovaco est un spécialiste de ça depuis longtemps. Je pense même depuis avant l'existence de ces logiciels-là, parce qu'on parle d'entreprise qui est 1983. Donc, ils implantent des systèmes ERP, des systèmes CRM pour suivi de la relation avec les clients, analyse de données, migration vers le nuage, développement personnalisé, en plus du support et de la formation des utilisateurs. Ils utilisent des outils Microsoft, notamment Microsoft Dynamics. Ils ont aussi leurs propres outils parce qu'ils développent des logiciels adaptés au marché québécois, ce qui est pas toujours le cas, hein, parce que les solutions Microsoft sont souvent comme packagées telles quelles. Il y a beaucoup de revendeurs qui font que la revente, mais ils font aussi le soutien et ils ajoutent des solutions sur mesure. Il y en a une qui s'appelle Omzi, d'ailleurs, on en a parlé un peu avec les gens de Jovaco quand on les a reçus, qui permet de gérer du projet, faire du suivi de planification et des choses comme ça là, pour les gens qui veulent faire de la bonne gestion. Jovaco permet de le faire. Vous pouvez aller voir ça, jovaco.com, jovaco.com. Et je parle de Hello Darwin maintenant. Tu me laisses ce petit bout-là. C'est le Tinder pour trouver des fournisseurs dans son entreprise. Hello Darwin se spécialise dans l'obtention aussi de subventions dans la transformation numérique pour ces entreprises à travers du Québec, l'ensemble du Canada, peut-être même dans le monde. Il suffit de leur demander. Hello Darwin, si vous avez besoin d'aide financière pour réaliser vos projets d'évolution numérique et qui n'a pas besoin d'aide financière pour ces projets d'évolution numérique, Hello Darwin va vous aider à trouver les meilleures subventions, les soutiens, les partenaires qui sont nécessaires dans l'exécution de vos projets. C'est super simple. Hello Darwin, c'est la référence pour tous vos projets de développement numérique et technologique. Pour plus d'informations, allez voir hellodarwin.com dès maintenant. Merci. On a de la chance d'avoir des beaux partenaires à une tasse de tech. Ben oui, puis ça nous permet de faire une balado de façon pas mal plus relaxe, hein, parce que quand on a le temps et qu'on a les moyens, on peut s'asseoir et prendre le temps d'y penser. Et d'ailleurs, depuis qu'on prend ce genre de temps-là, on a désormais le segment d'entrée d'émission, les espressos de tech, qui nous permettent de vous faire un petit bilan de l'actualité en mode express, ou comme on dit ailleurs, un espresso. J'étais à Majorque la semaine dernière, j'ai gardé l'accent, vous l'avez entendu, j'ai bien roulé mon R dans espresso. Mais là-bas, c'est un café con leche, fait que ça n'a absolument aucun rapport avec ce que je viens de dire.
Et parlant de ailleurs dans le monde, vous savez, il y a eu un gros séisme à Taïwan de 7,4 de magnitude sur la fameuse échelle de Richter. Ce qui est gros, hein, 7,4, c'est pas rien. Ça a été très dommageable là-bas. C'était un événement très sérieux. Et il y a TSMC, qui est la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, pour ceux qui se demandaient ce que ça veut dire, qui est le plus grand fabricant de puces et de systèmes sur puces au monde, qui a évidemment subi les contre-coups de ce séisme-là. Et ce qu'ils ont dit le lendemain du séisme, c'est que laissez-nous une petite nuit là, puis on repart la machine. Donc eux, ils ont vraiment, ils ont peur de rien. Même un séisme de 7,4 là, ne les empêche pas de produire des puces. Donc ça, c'est quand même une grosse nouvelle. Oui. Et c'est aussi une relativement bonne nouvelle pour les gens, parce qu'il y a des puces dans tout. Hein. J'en discutais avec des collègues cette semaine. Il y a des puces dans les serrures de porte maintenant. Il y a des puces dans les autos, dans les téléphones, évidemment, ils sont partout. Donc, Et c'est fou parce que on se rend pas compte que les puces demandent de l'équipement de très, très, très grande précision. Ah oui, c'est des nanomètres de jeu, là, effectivement. Et c'est ça, là, tu as un séisme qui va secouer ces équipements-là. C'est comme donner un bon coup de pied sur ta machine. Il faut tout que tu recalibres. Puis si jamais ça n'a pas, tu peux avoir des milliers de microconducteurs qui sont pas conformes. C'est assez important ça doit être un gros stress quand ça arrive, un petit tremblement de terre comme ça. Absolument. J'en ai vécu un à Taïwan, puis j'avoue que je me disais, oh mon Dieu, le décalage frappe fort. Quand je me suis mis entendre les verres cogner, puis c'était un tout petit séisme, c'était 4 points quelques, là. Ah oui. 7 points quelques, là. Et voilà. Parlant de ce beau coin du monde, il y a Microsoft qui a averti les autorités américaines que la Chine pourrait être intéressée à se mêler des élections présidentielles qui s'en viennent en novembre aux États-Unis. C'est une alerte qu'il faudrait évidemment suivre de près. C'est une situation, on le sait, hein, les outils, réseaux sociaux, appelez-les comme et tous les autres. En fait, il y a bien des façons de créer, d'influencer de façon pas nécessairement très légitime les enjeux politiques dans des pays démocratiques comme les nôtres. Et là, la Chine aurait l'œil sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est embêtant, ça. C'est drôle parce qu'on subit, hein, plus qu'on réagit à ces choses-là. Il y a en tant que système politique, là, les pays occidentaux, entre autres, ça me tarde à s'armer contre ces phénomènes-là, parce qu'on a déjà vu la Russie essayer de se mêler des élections, on a vu la Chine essayer de se mêler des élections, même au Canada récemment. Il me semble qu'à un moment donné, il va falloir créer des systèmes et arrêter juste de subir et de dire « ça arrive ». Il me semble que c'est pas la bonne solution. Oui, mais si on s'isole, évidemment, on pourra pas avoir... la Russie s'isole beaucoup, je crois, de l'extérieur, fait qu'ils n'ont pas de source de nouvelles extérieures, ce qui permet de se protéger. Mais des fois, cette désinformation-là est sournoise. J'ai compris... Écoute, tu me valideras si ça a été contre-confirmé, mais que... Je sais pas si tu as entendu parler de l'épidémie de punaises de lit à Paris. Ça aurait été de la désinformation russe. Ah oui. Il aurait tout simplement lancé des rumeurs comme quoi. Puis imagine comment c'est sournois de dire les gens veulent plus aller en France, les gens veulent plus aller à Paris, c'est les Jeux olympiques, les élections. Tu peux faire flotter des rumeurs comme ça, les faire circuler sur TikTok et compagnie, très subtil. Ouais. Faut être tellement méfiant. Il faut plus retransmettre d'informations sans vérifier une fois, 2 fois, 3 fois. Même des gens connus au Québec transmettent de l'information sans vérifier la source avant, corrigent après, puis là, ça, c'est la faute Non, faut qu'en tant que personne qui a une certaine crédibilité, faut faire attention. Un effort supplémentaire avant de diffuser de l'info. Absolument. Un peu plus près de nous, Disney+ suit les traces de Netflix. En fait, ils veulent s'attaquer, c'est leur nouveau truc, là. Ils veulent s'attaquer au partage de mots de passe. Netflix l'a fait il y a un petit bout de temps, puis ça avait bien marché. Disney+ fait la même chose. Donc, les gens qui partagent un mot de passe avec des amis, des collègues, les membres de la famille qui restent dans une autre maison, ça aussi, ça pose des questions. Parce que, bon, évidemment, eux, ils font ça pour des fins commerciales. Nécessairement, ils veulent que chaque utilisateur ait son propre compte et paie sa propre mensualité. Est-ce que quand on a des enfants qui partent en appartement, on veut les aider et partager cet accès-là? C'est pas nécessairement illégitime dans certains cas. Donc, surveillez ça si vous avez de la misère à accéder à Disney+ prochainement, c'est peut-être un peu à cause de ça. Ils ont beaucoup resserré leur offre. Hein. Ils ont des comptes, des forfaits maintenant avec publicité, sans publicité. On peut enregistrer, télécharger les émissions à l'avance ou pas. On cherche un modèle financier. Ça bouge dans le service de streaming, dans les services de streaming, parce qu'on cherche à toujours faire plus d'argent et il y a de plus en plus de concurrence. Les gens veulent payer de moins en moins parce qu'évidemment, payer pour 8 services en même temps, ça finit par faire cher. Donc on se cherche des bonnes formules de ce côté-là. Je sais pas ça va nous mener où, mais c'est. Si vous êtes comme moi, je sais pas toi Pascal, mais on a une stratégie à la maison où on alterne. On paye pour un, on paye pour l'autre.
Ce qui fait qu'on rattrape parce qu'il y a toujours un peu plus de contenu, mais tu sais, on rate sur une période de, mettons, 6 mois, on rate pas grand-chose, mais on paye beaucoup moins cher en alternant d'un service à l'autre. Les services. Moi, la stratégie que j'aime beaucoup, Amazon Prime m'a beaucoup déçu en ajoutant des publicités maintenant. Avant, tu avais accès aux vidéos sans publicité. Maintenant, il faut payer un supplément sur l'abonnement Prime pour avoir des vidéos sans publicité. Mais je trouve que de plus en plus dans les publicités, ils se positionnent comme une plateforme où tu peux regarder ce que tu veux. Tu vas payer un 5 $ de plus, tu vas payer un 6 $ de plus, puis je me dis, ben c'est l'équivalent de ce qu'on payait pour aller au club vidéo, puis c'était pas toujours disponible, puis il fallait retourner la cassette, il fallait la rembobiner. Puis je me dis, ben une fois par mois, 2 fois par mois, il y a un film spécifique que tu veux regarder, plutôt que d'aller chercher sur 25 sources, tu te connectes avec ton compte Amazon Prime, tu cliques, ça coûte 5 $. Je commence à aimer ça comme stratégie, parce que c'est commence à être frustrant, cette rotation dans les services, les films. T'as pas toujours accès aux films que tu veux regarder. Ouais. Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose. J'ai l'impression que le balancier va revenir vers une formule à la pièce, là où les gens vont dire, ben finalement, si je paye pour une série ou pour une émission, à la fin du mois, ça me coûte peut-être moins cher que de payer pour des abonnements à volonté pour des contenus que je ne regarderai pas. Systématiquement. Donc, ouais, c'est un bon point. Puis, évidemment, il faut que les prix soient raisonnables. Si ça coûte 5 $ par épisode d'une série qui a 25 épisodes, ça revient trop cher. Mais si tu as un forfait, par exemple, 20 $ et tu as accès à The Walking Dead, saison 1 à 5, ben, OK, ça commence à être simple de l'écouter légalement. C'est tout le temps ça, quand c'est plus simple de pirater. C'est là que ça devient tentant, je pense, pour la majorité des gens. Bon point. On parle très peu cette semaine d'intelligence artificielle générative et c'est tant mieux, c'est le moment de respirer un brin, prendre un grand souffle. Mais on va en parler quand même un petit peu parce que, et c'est que seulement une petite nouvelle, mais les gens de la direction de YouTube, qui appartient bien sûr à Alphabet, la maison mère de Google, a dit cette semaine que malheureusement, les vidéos générées par Sora, qui est l'outil de génération de vidéos à partir de texte de OpenAI, un rival de Google, ne seront pas acceptés sur YouTube parce qu'ils ne respecteraient pas les termes d'utilisation puisque c'est du contenu créé artificiellement et tout le kit. En revanche, ils ont dit, mais si Gemini, notre propre outil d'intelligence artificielle qui produit de la vidéo, ça, c'est bien correct. Il n'y a pas de problème. Mets ça sur YouTube à ta boy. Il est bon, notre outil. J'aime ce respect d'éthique à géométrie variable. Ça peut être trompeur tant que c'est nous qui le faisons, c'est correct. Ouais. C'était juste ça la nouvelle. C'est ça, c'est déjà, ça dit tout. Ça dit tout en peu de mots. Puis je sais pas combien t'as de crypto-monnaies. C'est pas pire, ça pourrait monter, qui sait. Ben écoute, on est revenu à des niveaux où les gens qui avaient encore des bitcoins puis qui disaient je vais couler avec le bateau doivent remonter à la surface ce jour-ci parce que ça va très très bien pour le bitcoin entre autres. Et mais ça reste un secteur d'actifs financiers. Je sais pas si c'est considéré encore des actifs au sens légal du terme, mais ça fait quelques années, je pense même que c'était pas en 2018, mais ça fait quand même un petit bout de temps que les autorités financières canadiennes avaient dit bon, il existe des portefeuilles numériques, là, on peut transiger, puis ainsi de suite, puis on le sait qu'ils sont pas nécessairement basés au Canada, mais pour qu'ils opèrent chez nous, on aimerait qu'ils se conforment à la loi et qu'ils deviennent enregistrés auprès des autorités. Et là, il y en a un premier qui s'est officiellement enregistré, Coinbase, qui est une application que j'ai utilisée pendant un bon bout de temps. Je transige plus parce que c'est plus par curiosité professionnelle que par le désir de m'enrichir follement là, que j'avais cette application-là installée, mais elle était très fonctionnelle, très bonne. Ils sont inscrits en bourse, ça a été bien été, ça a moins bien été, ça recommence à bien aller, mais là, ils viennent d'être enregistrés, autorisés et approuvés par les autorités financières canadiennes à partir d'une adresse en Ontario. Ce que ça signifie, si vous utilisez Coinbase pour transiger du Bitcoin, l'Ethereum ou autre chose, puis que vous trouvez qu'il y a une transaction qui semble un peu suspecte, et que si, par exemple, je pense pas qu'ils le feraient, mais si les gens de Coinbase partaient sur une lubie et commençaient à essayer de frauder leurs clients, ben vous auriez une adresse et un recours parce qu'ils sont enregistrés auprès des autorités financières, que ça vient avec une assurance, un certain niveau de notoriété ou de crédibilité là qui rassure. Donc, si jamais vous cherchez une application pour transiger du Bitcoin, tout ça, et que vous savez pas laquelle prendre, il y a quelque chose d'un peu plus rassurant à utiliser Coinbase que des trucs qui sont peut-être créés en Asie dont on ignore vraiment qui dirige, qui tire les ficelles derrière, parce qu'il y a des cas de fraude, on en a connu dans la crypto. Les portefeuilles qui sont disparus. Tu mets des bitcoins dans un service, le service disparaît, les bitcoins disparaissent et voilà. Essaie de te faire rembourser. Tu es cuit. C'est ce qui m'a fait à notre séance de bombardement d'actualités technologiques de la semaine. On va passer au segment plus sérieux des vraies nouvelles. On va le dire comme ça. On a un partenaire pour ce segment-là, c'est InfoBref, que vous connaissez sans doute parce qu'on en parle à chaque semaine. InfoBref, vous le savez, a une balado
eux aussi, elle aussi, lui aussi, je sais plus comment je vous ai présenté ça, mais bref, il y a la balado qui existe, Info Bref Matin, qui tous les matins vous raconte en moins de 5 minutes l'essentiel des nouvelles à savoir dans la journée. C'est excellent pour arriver à la machine à café du bureau et à savoir de quoi parler pour lancer la conversation avec les gens qui sont aussi la machine à café puis qui sont un peu pas encore entièrement réveillés. Donc, ça vaut la peine. C'est gratuit. Allez voir ça, Info Bref Matin. Ça se trouve sur votre application de balado préférée ou sur le site directement d'InfoBref à infobref.com. Si vous allez sur la plateforme balado de votre choix pour vous abonner à InfoBref, abonnez-vous à une tasse de tech aussi. C'est un 2 pour 1. Je vous fais un spécial d'amis. C'est gratuit dans les deux cas. Vous avez mon sceau d'approbation. Je vais dire ça comme ça. Ouf! Pascal, parle-moi de Twitter un peu, parce que je m'ennuyais d'entendre parler de ce réseau social qui, en fait, s'appelle X, je devrais le dire. Ouais, je sais, mais je suis vieux, alors je vais encore parler de ça. C'est quoi les choses qu'on parle de, là, avec... moi, je parle encore de la station Berry de Montigny, là. Ah, bon, t'as 300 ans, toi, t'es vraiment... Je sais, je parle encore de Twitter, désolé, qui est maintenant X. Écoute, il y a un retour de la marque bleue pour les comptes influents gratuitement. Il y a certains influenceurs sur Twitter qui ont eu la surprise de voir la petite marque bleue revenir. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont plus de 2500 abonnés qui paient l'abonnement premium à 8$ par mois. Wow. Et ça leur donne droit gratuitement en tant qu'influenceur, en tant que personne qui est retweetée et suivie sur Twitter aux fonctions premium. Et si tu as plus que 5000 personnes qui te suivent, qui paient 8$ par mois, puis si c'est 8$ américains, c'est un petit peu plus cher en canadien, ben tu as les options de Premium Plus, qui est pas la marque de petits biscuits soda, qui est délicieux, même si ça a le même nom. Ça goûte salé. Ça goûte salé ici. Qu'est-ce que ça te donne, le fait de payer 8$ par mois? Ça te donne, entre autres, et c'est drôle parce que j'ai vu que beaucoup de gens qui avaient ce petit logo-là étaient gênés. Parce que là, ça montre que là, ils sont... ils jouent le jeu des peut-être, ils veulent pas payer. Alors, il y a des instructions pour cacher le badge. On peut cacher ce badge-là s'il est apparu dans les options de personnalisation de son compte. Bon. Je trouve ça très drôle. Qu'est-ce que ça donne comme avantage d'avoir sa fonction premium comme ça gratuitement parce que tu as 2500 abonnés qui te suivent, qui paient. Ben, ça peut te permettre de publier des vidéos qui vont jusqu'à 3 heures de temps sur Twitter qui regardent. Wow! On pourrait mettre la balado en entier. Plus que la balado, 3 balados consécutifs. Oui, effectivement, ben oui. Publier des tweets de plus de 280 caractères. Et si tu as Premium Plus, donc les biscuits soda, biscuits soda, tu as l'assistant Grok, l'assistant d'intelligence artificielle Grok. On vient sur l'intelligence artificielle, on s'en sort pas. Et tu peux publier des tweets en format article. Alain, pourquoi utiliser un média conventionnel quand tu peux tout faire toi-même dans Twitter en payant Twitter pour cette chose-là ou en le recevant gratuitement s'il y a assez de gens qui te suivent? Ça me fait réaliser que je serais curieux d'essayer Grok, qui est une espèce de chat GPT d'Elon Musk déployé sur... Insolent et rigolo et tout. Qui a une attitude, ben oui, c'est ça. Et là, j'ai hâte de voir, parce que cette fonction-là, comme c'est que pour les comptes qui sont payants, j'ai l'impression que ça va distinguer beaucoup de gens qui ont payé pour leurs abonnés des comptes gratuits qui les suivent mystérieusement. S'il y a des vraies personnes qui paient 8$ par mois pour les suivre, ben c'est peut-être que ça va te permettre de distinguer des gens qui ont des abonnés. C'est un bon point, là. En fait, s'ils enlevaient le badge sur ceux qui n'ont pas d'abonnés payants, qui se disent d'avoir 100 000 abonnés, mais qu'on ne sait pas s'ils sont vrais. Exactement. Ça enlèverait un problème qui est un problème depuis toujours, depuis bien avant que ça s'appelle X. Je veux dire ça. Oui. Ben écoute, on va rester dans le thème de l'intelligence artificielle puisque c'est clairement inévitable ces jours-ci. Il y a OnePlus, le fabricant de superbes téléphones Android, dont les 12 et 12R dont on a parlé il y a quelques semaines, qui se lance avec son premier outil d'intelligence artificielle qui s'appelle AI Eraser, qui est essentiellement l'effaceur magique pour photos comme l'efface magique des pixels de Google, mais qui arrive 2 ans plus tard, ou même peut-être 3 ans plus tard. C'est exactement le même processus que l'efface magique de Google, là, qui a été, lui, lancé en mars 2021. On peut aller sur nos photos, corriger. Ça prend une mise à jour, évidemment. Là, ça s'en vient dans les prochains jours. On peut signaler un objet qu'on voit qui est pas plaisant dans l'image et l'outil substitue intelligemment ces objets indésirables par des éléments contextuellement appropriés qui améliorent naturellement le résultat de la photo, l'attrait de la photo. Je vous laisse, on aura l'occasion de voir à quel point ça fonctionne. Des gens qui ont essayé, semble-t-il, la fonction aux États-Unis, se disaient pas très impressionnés par le résultat. Ça va être à suivre, c'est certain. Ce qu'on dit chez OnePlus, parce que c'est ça, il existe déjà des effaces magiques chez Google. Samsung a aussi un outil de mémoire dans leurs applications de photographie sur leur téléphone Galaxy.
Mais chez OnePlus, on dit non, nous, on a créé ça nous-mêmes à la maison depuis un bon bout de temps, dans notre propre laboratoire de recherche et développement, à partir de nos propres modèles de langage avancé, les fameux LLM sur lesquels reposent les IA génératives. Donc, il y a deux niveaux. Il y a l'application qu'on pourra utiliser quand la mise à jour va venir, qui s'en vient là, au courant du prochain mois sur les OnePlus 12, 12R, OnePlus 11 Open, le fameux téléphone pliable, et le OnePlus Nord CE4, pour ceux qui ont ça. Je sais pas à quel point c'est populaire chez nous, le Nord, mais en tout cas, bref. Les gens qui ont un téléphone OnePlus, vous pourriez vérifier ça dans les prochains jours. Il y a une mise à jour qui va se faire et qui va vous permettre de l'essayer. C'est gratuit si vous avez déjà le téléphone, nécessairement. Et c'est le début de quelque chose. On pense... Écoutez, OnePlus, clairement, fait beaucoup d'efforts pour se faire connaître comme l'espèce de troisième joueur après Apple et après Google. Google ou Samsung, c'est pas clair qui ils visent, là. Mais ils se veulent vraiment très agressifs, comme on dit en bon français. Et ça bouge. Je sais pas à quel point ça va... Ils pédalent trop vite ou pas assez pour rattraper, mais il y a au moins des nouveautés logicielles comme ça qui apparaissent. Et ça, c'est quand même pas mauvais. Et ben, leurs appareils sont excellents, puis le Open est un super bel appareil. Il travaille fort, en tout cas. Puis c'est le fun d'avoir un troisième joueur, ne serait-ce que pour donner une autre avenue, une autre piste au niveau du design, des fonctions, des mises à jour. On aime ça. Oui, monsieur. Parlant de concurrence additionnelle, tu as du nouveau du côté d'Android et de la messagerie par satellite. Ça, c'est une bonne nouvelle, là. Oui, parce que selon le site 9to5 Google, dans la version bêta d'Android 15, il y a des petits bouts de code qui laissent planer qu'on va avoir la possibilité d'envoyer des messages textes en passant par les satellites, en passant par les étoiles, Alain. Pas seulement des messages d'urgence, comme on peut le faire depuis iOS 14, je crois. Depuis plus qu'un an, là. Dans les iPhones, en pointant son téléphone vers le ciel dans un endroit dégagé, on va pouvoir texter n'importe qui, incluant les services d'urgence. Ça va être assez extraordinaire en voyage, par exemple. Ça va être extraordinaire en déplacement, dans des endroits où on est moins couvert, on a moins de couverture. Il va falloir rester évidemment en vue du ciel. Les instructions, les petits bouts de code qui sont dans la version bêta disent qu'il faut rester en vue du ciel. Ça peut prendre plus de temps et on peut pas inclure de photos et de vidéos quand on va envoyer des textos par les étoiles. Et ce qui est flyé, c'est qu'au lieu d'avoir l'icône de réseau cellulaire, il va y avoir un petit satellite à la place. Ça va être très, très cool comme ça. Ce que je trouve très flyé, c'est que Snapdragon Satellite a été annoncé au CES en janvier 2023, le service qui promettait de rapidement diffuser du contenu par satellite et tout. Snapdragon Satellite a été arrêté en novembre de 2023. Donc, ce que je comprends, c'est que les téléphones avec le processeur Snapdragon 8 génération 2 auraient les options satellitaires. Donc, déjà, des téléphones existants pourraient devenir compatibles avec les services, sauf que on n'a pas encore de détails sur combien ça va coûter, quels appareils vont être vraiment compatibles, les forfaits nécessaires, dans quel pays ça va être possible. Ça prend des grosses ententes avec les services de satellite et tout. Ça va être avec Starlink? Est-ce que ça va être avec d'autres compagnies cellulaires? Il y a Google I.O. qui est le 14 mai, qui va peut-être nous éclairer là-dessus avec les détails sur Android 15 et quand est-ce qu'on va pouvoir texter les étoiles en disant « Je suis utilisateur d'iPhone. J'ai peut-être une bulle verte, mais moi, ça passe elle par est les allée étoiles. dans les étoiles. C'est un bon point. Et voilà. Je pense que ça va être une grosse conférence, le Google I.O. cette année, parce qu'il y a plein de petites nouvelles qui popent depuis quelques semaines qui vont se compléter, qui vont se conclure à cette conférence-là. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Il y a d'autres nouveautés qui s'en viennent aussi du côté de la marque Nothing, marque britannique, je le rappelle, parce qu'on oublie souvent, parce que tout a l'air d'être soit asiatique ou américain, mais non. Nothing est une marque britannique qui, on en a déjà parlé, ils font des téléphones, un Nothing Phone 2, de 2A, on a parlé du 2A il y a quelques semaines, et là, déjà, on aurait de l'information sur un Nothing Phone 3 qui s'en viendrait au courant de l'année. Ce qu'on a su cette semaine, c'est qu'il allait avoir des nouveaux écouteurs Bluetooth, les Nothing Ear 3, qui eux vont être présentés vraisemblablement le 18 avril prochain, donc dans 2 semaines. Les Nothing Ear 1 et Ear 2 étaient d'excellents écouteurs, des écouteurs boutons, des écouteurs Bluetooth. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer pour rendre ça plus intéressant. Évidemment, l'audio spatial et toutes ces affaires-là risquent d'être inclus. Peut-être un codec, parce que Bluetooth récemment a intégré un codec d'audio haute résolution, high-res audio. Donc, on va probablement vouloir aller dans cette direction-là.
On a vu ça à travers une publication, et là, c'est du finançage, y a-tu un financement? Je sais pas c'est quoi le mot pour ça, mais bref, on a picossé à partir d'une publication sur Twitter faite par les gens de Nothing où on voyait un scarabée, et une grenouille. Le scarabée étant le symbole des écouteurs Nothing depuis 2 générations, des écouteurs Ear depuis 2 générations chez Nothing. On a aussi de l'information sur 2 téléphones qui seraient prévus au courant de l'année. Une version Community Edition du Nothing Phone 2A, qui est un téléphone qui devrait pas coûter bien plus que $400, donc un téléphone Android de milieu de gamme. Celui-là, il y a un nom de code, Pac-Man Pro. Et il y a un autre nom de code qui a circulé ces derniers temps qui s'appelle Tetris, qui est le nom de code pour ce qui serait le Nothing Phone 3. C'est le fun de la culture autour d'une marque comme ça qu'on connaît moins. On apprend plein d'affaires dans un seul petit élément d'actualité. Le Nothing Phone 3 serait le successeur nécessairement du Phone 2, qui lui a été lancé en juillet dernier. Donc, on suppose que le Phone 3 va apparaître en juillet prochain. La particularité des téléphones Nothing, c'est leur interface graphique très unique et les glyphes à l'arrière là, qui font des identifications visuelles à partir de bandes d'ailes de plein de formes bizarres qu'on peut personnaliser à loisir. Bref, on essaie de réinventer un peu. On essaie de se positionner comme le iPhone des téléphones Android. Ils sont certainement pas les premiers à faire ça, mais bref. On sait pas grand-chose, malheureusement, à propos du Phone 3, sinon qu'il serait animé par un Snapdragon 8S génération 3 de Qualcomm et qui coûterait peut-être un peu plus que $700, donc un peu moins que les téléphones comparables de Samsung, d'Apple et des autres. Là, il va falloir appeler Qualcomm puis leur demander de faire un peu de ménage parce que leur processeur, il y en a comme un qui sort à chaque semaine et on est un peu mêlés dans ce que un fait que l'autre fait pas. Oui. Mais 8S génération 3, c'est pas mal la dernière génération, la plus récente à ce stade-ci. Pour les téléphones mobiles. Donc, à suivre, les gens qui s'intéressent aux téléphones Android et qui veulent un peu se distinguer, je sais qu'il y a une grosse cohorte de fans de ces marques de téléphones comme Nothing. Eh bien, on aura plus d'informations sur ça dans les prochains mois. J'allais dire c'est la fin, mais non! Attention, on a un petit bonus parce que dans un instant, on parle avec Alain Préfontaine de la Fédération des astronomes amateurs du Québec de l'application Mon Eclipse pour suivre l'éclipse du 8 avril de façon conséquente, mais on a un petit complément d'information juste avant parce que Google a publié de l'information sur ce que les gens veulent savoir à propos de cette éclipse. Et Pascal, tu as les éléments clés à savoir là. Oui. Qu'est-ce que les gens ont posé comme question à Google à propos de l'éclipse qui s'en vient? Quand aura lieu l'éclipse solaire de 2024? À quelle heure aura lieu l'éclipse solaire de 2024? Où se procurer des lunettes d'éclipse solaire? Que se passe-t-il si on regarde une éclipse solaire? Combien de temps dure l'éclipse solaire? Et pour y répondre à cette question-là, vous pouvez chercher dans Google, évidemment, mais avec l'application Mon Eclipse sur iOS et Android, vous allez avoir toute l'information. C'est vraiment bien fait. Et Alain va nous en parler. Alain Préfontaine va nous en parler avec enthousiasme, vous allez voir. Oui, on reçoit dans un instant. Donc, si vous avez ces mêmes questions-là en tête et que vous savez pas la réponse, ben on a une grosse partie de la réponse qui s'en vient dans un instant. Je vais le dire comme il faut. Donc, restez avec nous parce que ça s'en vient tout de suite après ceci à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, une édition ensoleillée cette semaine ou partiellement ensoleillée. Je sais pas s'il y a un verbe, il faudra peut-être l'inventer. J'ai été, Pascal, je t'ai dit ça comme ça, flabbergasté dans les dernières semaines quand j'ai vu que les écoles refusaient d'accueillir les enfants pendant l'éclipse du 8 avril. Et qu'en même temps, on organisait au Parc Jean-Drapeau une grosse fête, célébration de l'éclipse. C'est comme si on était redevenu une espèce de société tribale d'une autre époque. J'ai pensé écrire un papier en citant Marshall McLuhan là-dessus parce qu'il y a une certaine philosophie, une certaine notion de culture. Je sais pas si tu te rappelles, Pascal, moi je me souviens que j'étais en secondaire 2, je pense, puis il y avait eu une éclipse relativement, disons, grossement, très partielle, mais quand même assez substantielle. Et on avait fourni on avait fait des boîtes avec des petits films en papier d'alu. Puis c'est tout, tu sais, c'est pas une grosse affaire. Puis là, clairement, il y a quelque chose qui s'en vient, puis c'est assez gros, puis c'est une grosse éclipse, ça passe directement. Il y a un beau couloir où elle va être optimale là, pour la regarder comme il faut au Québec. Et puis ça m'a fait réaliser que les temps changent, n'est-ce pas? Mais cela dit, parce que nous sommes une balado à caractère techno, voire scientifique, hein, allons jusque-là, on a trouvé une application qui va vous aider à voir l'éclipse de la bonne façon. Et pour en parler, l'application s'appelle Mon Eclipse, c'est assez clair. On reçoit le chargé de projet de l'application, Alain Préfontaine, qui est aussi représentant de la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Bonjour Alain. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Écoute, Mon Eclipse, c'est une application pour téléphone, pour iPhone, entre autres. Explique-nous un peu qu'est-ce que permet de faire l'application là, en vue de l'éclipse qui s'en vient le 8 avril. Là. OK. Donc, c'est une application qui est pour iPhone et Android, donc les deux. Okay. En français et en anglais. Il y a 3 pôles à notre application. Le premier, c'est un pôle d'éducation. Il y a toute une série de pages à l'intérieur où on va expliquer c'est quoi une éclipse, c'est quoi la différence entre une éclipse totale, une éclipse partielle, une éclipse de lune, une éclipse de soleil. On a une petite section sur l'histoire des éclipses, les éclipses célèbres dans le passé, etc. Un peu de science derrière. Et finalement, comment bien s'y préparer, comment l'observer sécuritairement, comment la photographier. Ça, c'est le volet éducation. Le deuxième volet qui est intéressant en ce moment, aujourd'hui, demain, dimanche, c'est le volet simulation. C'est un volet qui nous permet de sélectionner sur une carte l'endroit où on espère aller pour voir l'éclipse, de façon à avoir les détails sur la durée de la totale. Est-ce que ça va être total? Si oui, ça va être quoi la durée? Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Et un peu plus d'informations sur le déroulement de l'éclipse, parce que dans le mode simulation, ça va être comme si vous y étiez. Vous allez recevoir des messages vocaux qui vous disent, regardez, on est rendu à 90% de couverture du soleil. Commencez à regarder la forme des ombres. OK, ça s'en vient dans 5 secondes. Regardez la bague à diamants. Regardez les grains de blé. Et tout à coup, c'est commencé. Vous pouvez enlever vos lunettes solaires parce que l'application utilise la géolocalisation et va donner le message d'enlever les lunettes uniquement si on est dans un endroit où c'est la totalité. Si on y est pas, ce message-là, il apparaîtra jamais. On dira jamais d'enlever les lunettes si c'est pas dans la totalité. Donc, c'est ça, la totalité commence. Là, on vous dit de regarder les excroissances sur le Soleil, la couronne autour du Soleil, les planètes qui vont être visibles, Jupiter, Vénus, et les étoiles principales qui vont être visibles dans le ciel. Donc, l'application fait tout ça. À la fin de la totalité, un autre petit alarme qui dit « Remettez vos lunettes, le Soleil va réapparaître. » Et ça continue pendant une autre 1h15, à mesure que la Lune se déplace et légèrement, graduellement plutôt, va faire apparaître le Soleil de plus en plus. Là. Donc, c'est un processus qui dure 2h30 à peu près. Entre le tout premier contact Lune-Soleil et le tout dernier, avec ce moment là, d'extase en plein centre là, de totalité pour ceux qui ont la chance d'être au bon endroit. Donc, la simulation, vous pouvez choisir Saint-Hubert, après ça, un peu plus loin, Saint-Jean-sur-Richelieu, puis après ça, Granby ou Bromont. Puis à toutes les fois, vous voyez la durée de la totalité augmenter. Donc, ça devient un outil intéressant pour sélectionner le lieu où on va aller. Et finalement, le troisième volet, c'est celui qui compte lundi. Vous ouvrez votre téléphone, vous ouvrez l'application, il va vous géolocaliser, puis il va commencer à vous donner de l'information sur l'éclipse là, en ce moment. Comment ça se passe? Où vous êtes, avec les mêmes messages que vous avez vus dans les simulations, mais ceux-ci vont pour votre localisation à vous. Donc, c'est là pour aider les gens à bien choisir et à bien se protéger pendant l'éclipse, puis la rendre plus intéressante aussi. C'est que plusieurs de ces messages-là vont vous recommander de regarder des phénomènes que vous n'êtes pas habitués. Par exemple, la baisse de température, les oiseaux qui arrêtent de chanter, quoi d'autre? Il y a les fleurs se referment. Pour la nature, faut pas se tromper. Hein, ça fait des millions d'années que la journée est réglée entre la levée du soleil puis le coucher du soleil. Là, soudainement, le soleil disparaît à 3h30 l'après-midi. Il y a beaucoup de choses qui se produisent qui devraient pas se produire. La nature va réagir comme si c'était la fin de la journée. Les humains, les animaux vont plutôt réagir que wow, c'est pas à cette heure-là d'habitude. Là. Il y a quelque chose d'anormal. Donc, il y a tout un côté. La nature change pendant quelques instants. Et on me dit que ceux qui ont vu beaucoup d'éclipses dans leur vie, ils sont touchés à l'intérieur même d'eux-mêmes. Là. Une petite expérience ésotérique, qu'on pourrait dire, là, où on se sent vraiment petit par rapport à... Oui, c'est ça. Ça nous resitue dans le monde, dans l'univers, en fait, parce qu'effectivement, c'est pas... des astres qui se croisent, faut être à la bonne place au bon moment pour le voir. Exact. Et vous l'avez dit au bon moment, là, tu sais, en général, il y a 375 années entre 2 éclipses au même endroit. Il y a des gens qui voyagent.
partout dans le monde pour voir des éclipses. Il y a des chasseurs d'éclipses qui vont en Afrique, qui vont en Europe, qui vont en Asie, qui vont partout. Et là, ça se passe au Québec. Et c'est triste de savoir qu'il y a des gens qui feront pas les quelques kilomètres qui sont nécessaires. Les pauvres gens de Laval vont être à quelques kilomètres de la zone de totalité. Ils vont juste à prendre le métro. Ils vont voir la totalité. Comment c'est cette espèce de crainte-là face aux éclipses qui est très médiévale selon moi. Je pense que vous le savez, je pense que c'est pas mal de dire que si on est bien protégé, si on suit les consignes, il n'y a pas de danger de regarder l'éclipse ou d'observer ce phénomène-là. Pourquoi est-ce que l'obscurantisme autour de l'éclipse, de fermer les écoles, de mettre les élèves à l'intérieur, qu'est-ce que ça vous fait en dedans? Moi, ça m'enrage, moi, ça me fâche. Enragé dur, on est un regroupement d'organismes là, scientifiques autour de l'astronomie. Là. Le Mont Mégantic, le Cosmodome de Laval, le Planétarium de Montréal, le Centre des sciences. On est regroupés dans le regroupement Éclipse Québec. On s'est battu depuis 2 ans pour convaincre le ministère de l'Éducation, acheter des lunettes pour tous les enfants. Ça coûte 50 cents la paire quand vous n'achetez en grande quantité. Ils ont refusé. On est en contact avec la santé publique depuis le mois d'octobre l'année passée pour essayer de contrôler le message. Eux, ils ont sorti non. Nous, on pense que pour pas prendre de chance, on devrait garder les lunettes d'éclipse même durant la totalité. Alors qu'on sait que durant la totalité, avec les lunettes d'éclipse, ça va être noir. On verra rien. On verra pas les étoiles, on verra pas la couronne. Dans les écoles, c'est de l'hérésie. D'hystérie. Si les étudiants doivent se promener dans un corridor qui a des fenêtres qui donnent à l'extérieur, on va leur faire porter les lunettes. Ben, je vous annonce qu'ils vont se cogner dans les portes puis dans les chaises, puis parce qu'ils verront rien. Ils vont se blesser plus à cause d'une règle comme ça que par le risque de regarder le soleil. Alors, il y a un collègue, Pierre de Chastenay, qui a fait une entrevue radio qui disait les décisions ont été prises par des avocats et des compagnies d'assurance. 100%, oui, absolument. Moi, c'est pas moi qui l'ai entendu, là, je répète, là, mais ça a du sens. Après ce qu'on voit, c'est que tout le monde veut se protéger, tout le monde veut pas que quelqu'un revienne dire, ben là, mon petit garçon, il a regardé l'éclipse, puis c'est de votre faute, puis on vous poursuit pour 22 millions, puis les profs, là, ils gèrent ça, eux autres. C'est ce qu'on entend de notre côté aussi. Les journalistes qui ont couvert la question, c'est ce qu'on se fait dire. Les écoles ont peur de se faire poursuivre par les parents et c'est là où ça se complique. C'est drôle parce que je disais tantôt, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au secondaire, il y a eu une éclipse partielle, puis on avait essentiellement tous sorti une boîte de chaussures, une boîte à Kleenex, on a fait un trou, on avait un petit film. Il y a personne qui s'est énervé avec ça. Vraiment, il y a un changement dans le ton. Je me rappelle c'était devenu un gag, mais il y a eu une éclipse aussi qui est passée à Washington il y a quelques années. Le président à ce moment-là, c'est Donald Trump. Il filmait Trump et sa famille sur le parvis de la Maison-Blanche. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a regardé l'éclipse comme ça. Oui, tout à fait. Clairement, on a besoin d'éducation pour apprendre ça. Ce qui est fun, c'est que l'application que vous avez mis en ligne, vous l'avez mise en ligne l'automne dernier, vous l'avez lancée l'automne dernier avant une éclipse lunaire qui avait eu lieu en Non, pas lunaire. Au mois d'octobre, il y a eu une éclipse annulaire qui est passée dans le sud des États-Unis et qui était visible comme éclipse partielle ici au Québec. Okay. Ça a été un peu notre bain du sang, là, le 14 octobre. Test, le premier test, alors on l'a utilisé, tout le monde qui était impliqué. C'est sûr qu'elle n'était pas aussi bien publicisée et distribuée. Ça a été le premier test, puis ça a bien fonctionné. Puis là, on l'a amélioré, on a rajouté du contenu, donc on est très, très confiants. Puis c'est un gros succès. On est popé dans les 10 premières applications sur le Apple Store, les applications gratuites. Hier, on était dans les 10 première. Les applications éducatives, on est numéro 1 depuis plus qu'une semaine chez Apple. C'est comme un petit cours scolaire. C'est ce que les écoles devraient faire, en fait, que vous proposez, ce que vous proposez dans l'application. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des écoles qui participent ou qui vont utiliser votre application? Oui, il y en a plusieurs qui participent. C'est un peu moins que la moitié. C'est triste parce qu'il y a un organisme qui s'appelle la découverte de l'univers qui a formé des milliers de profs puis des dizaines de milliers d'étudiants. Puis ils pourront pas. Les profs sont pris là avec des directives. Mais oui, il y a plusieurs écoles qui vont utiliser l'application pour pouvoir justement être certain d'aviser les élèves là, au bon moment. Fait qu'avec des applications comme ça, puis des bonnes lunettes, puis de la compréhension, de la préparation. Les seuls accidents qu'il va y avoir, c'est ceux qui vont décider de
pas mettre les lunettes quand c'est le temps de les mettre ou de pas les de se retourner quand c'est pas le temps, puis parce que l'information est là, la formation a été faite. Donc, c'est des cabochons, excusez l'expression, il va pas en avoir. Pas toujours en avoir. On dit souvent que dans les éclipses, les pires, c'est les jeunes adultes, là, les hommes, 16 à 25, 30 ans. Qui veulent un peu défier. Oui, c'est ça. Les autres sont capables. Dire quoi faire. Moi, je suis capable de décider. Ma rétine est solide. C'est ça. Les yeux, j'en ai 2, hein. C'est comme, si j'en perds un, c'est pas grave. Aïe. Mais merci parce que votre application, j'ai regardé l'éclipse d'octobre et je l'ai regardé avec des enfants qui me demandaient à toutes les 5 minutes qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui arrive, quand est-ce que c'est, puis tout le monde avait beaucoup de questions là-dessus. Puis souvent tu perds le fil, tu es dehors, l'éclipse progresse. Fait que le fait d'avoir des consignes, le fait d'avoir l'information comme ça, je pense que ça va être un outil formidable, comme vous le dites, pour apprécier davantage cette expérience-là qui arrive pas souvent, qui est gratuite, qui est sécuritaire si on la fait correctement, puis qui je pense peut éveiller les gens à la science, à des choses assez merveilleuses par la suite. Fait que merci beaucoup. L'application Mon Éclipse, je vous la recommande chaudement. Oui. Ben, j'allais demander parce que je le disais quelque part, on peut évidemment filmer l'éclipse avec un filtre sur la caméra de son téléphone, entre autres. J'imagine que ça prend un petit équipement, idéalement un trépied, il faut regarder ça. Ça fait un beau time-lapse, en tout cas, sans doute, si on est bien équipé, mais ça prend essentiellement juste le même film qu'on a sur les lunettes que les jeunes ce vont avoir. filtre-là peut servir pour la caméra d'un appareil téléphonique. Pas pour une caméra un peu plus grosse, parce que souvent les caméras plus grosses, il y a comme un effet de zoom, puis il y a une concentration de lumière un peu trop élevée pour le capteur. Le problème, par exemple, souvent, c'est que les gens vont prendre leurs lunettes à eux, les mettre devant leur téléphone, lever les mains pour avoir le téléphone vers le soleil, puis là, ils regardent le soleil avec leurs yeux non protégés alors que la caméra est protégée. Donc ça prend 2 paires de lunettes si on veut filmer, ou en tout cas un filtre pour l'objectif et les lunettes. Ouais. C'est bon, ça. La Fédération des astronomes amateurs, vous vous réunissez pour voir l'éclipse, hein, si j'ai bien compris. On a 2 sites principaux où on invite le public, là, à Bromont, pour les gens de la grande région de Montréal, puis à Saint-Georges-en-Beauce pour les gens de la région de Québec. On est prêt à recevoir 12 000 personnes à chacun de ces 2 sites-là. 12 000 paires de lunettes à donner gratuitement, des télescopes sur place, des jumelles avec des filtres, un peu d'animation. Malheureusement, on n'a pas DJ Champion puis l'Orchestre Métropolitain, là. Mais on va avoir des astronomes amateurs qui vont être là. Les gens vont pouvoir venir jeter un coup d'œil, poser des questions. C'est sûr qu'on va publiciser notre vidéo qu'on a fait avec Farah Alibé sur comment sécuritairement utiliser les lunettes d'éclipse ou les méthodes d'observation indirecte. Ça, c'est sur la chaîne YouTube de la Fédération. Donc, ça va être, on va encadrer les gens. Les écoles fermées, puis les parents qui savent pas quoi faire, là, venez à Bromont, venez à Saint-Georges, on va avoir du monde autour de vous pour vous supporter, pour vous donner de l'information et rendre ça une expérience familiale absolument phénoménale. Puis on a des bons moments, là, tu sais, Bromont, 3 minutes 16. Saint-Georges, un peu moins, malheureusement, 2 minutes 41 secondes, je crois. Mais plus loin au sud, dans la Beauce, il y avait juste un petit village, il n'y avait aucune ville capable d'accueillir 10-12 000 personnes. Donc, on a pris le plus loin possible où les infrastructures étaient suffisantes. Alors, puis il y a beaucoup d'engouement. Comme je vous dis, là, on a plein d'autobus des écoles de la région de Québec, l'Université Laval, le Cégep de Sainte-Foy. On va avoir pas mal de monde à nos C'est bien. Ben, on invite les gens à y aller, puis ceux qui vont pas télécharger l'application Mon Éclipse, parce que clairement, ça complète l'offre parce qu'évidemment, bon, c'est le phénomène comme tel est exceptionnel, mais là, on en prendra plus et les gens vont pouvoir, au minimum, parce que c'est un peu ça le problème, occuper les enfants avec ça. Parce que il y a des écoles qui font une demi-journée et ensuite, il faut ramener les enfants à la maison. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il faut s'occuper des enfants. Ben, les parents, voilà, vous avez la solution toute trouvée. L'application Mon Éclipse, qui est une création de la Fédération des astronomes amateurs du Québec. Alain Préfontaine, merci de nous avoir présenté tout ça. C'est vraiment super intéressant. Et puis, on va évidemment faire la promotion de tout ça, nous aussi, parce que c'est... il y a certainement un volet d'apprentissage scientifique derrière ça qui est important de communiquer, là. Écoutez, merci de m'avoir reçu. Puis on fait ça pour que les gens puissent en profiter au maximum et surtout qu'ils soient en sécurité. Alors, bonne éclipse à tout le monde. Oui, faut pas la rater parce que la prochaine est loin de finir. 2106, moi, j'y serai plus. J'ai 65 ans, je pense pas voir celle de 2106. Ouais. Bon, ben on va regarder celle-là puis on s'en reparle après. Nous, on prend une courte pause et on revient tout de suite après avec la fin d'une tasse de tech de cette semaine. Restez avec nous.
De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, c'est le moment où on vous parle de petits gadgets qui simplifient votre quotidien et le nôtre aussi, parce qu'on les essaye après tout, ces appareils-là. Parlant de choses qui simplifient notre quotidien, parlons de notre commanditaire de segment qui est Planet Hoster, qui permet de migrer les sites web, de créer un site web ou d'héberger un site web comme vous voulez en quelques instants et en quelques clics à peine. On en a parlé dans les dernières semaines de comment ça a simplifié. En tout cas, moi, ça a simplifié mes affaires avec mon site web personnel où je fais essentiellement de l'archivage. Mais Pascal, toi aussi, t'as migré et je pense que t'en fais un petit peu plus sur ton site web. Oui, j'ai beaucoup... Écoute, on m'a pris par la main, j'ai demandé de l'aide, ils m'ont pris par la main pour déplacer mon site d'un autre hébergeur. Ils ont transféré le nom de domaine et tout. Puis ça, c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup. C'est quand même mon nom, c'est quand même mon site, pascalforget.com. Je veux pas que ça soit... que les gens pensent que je sois décédé. Je veux que ce soit en ligne et efficace. Et oui, ça a fonctionné merveilleusement bien. Et depuis, l'interface est vraiment le fun. Fait que ça me permet de faire des petites modifications avec WordPress. Mon site est sur WordPress, mais si j'ai besoin de changer le code, il y a une belle interface qui permet de modifier facilement là, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit de mon site web. Alors, j'aime beaucoup. C'est vraiment tout en un parce qu'on peut acheter un nom de domaine, l'héberger là. Tu sais, on pense souvent un site web c'est WordPress, mais c'est plus que ça derrière. Évidemment, il y a plein de certificats de sécurité nécessaires aussi pour le courriel, pour le web, pour le cloud, pour le stockage, en tout cas pour plein d'affaires. Et ça se trouve vraiment tout ça au même endroit et Planet Hoster l'offre. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est une entreprise québécoise. Donc ça, c'est un gros plus, évidemment, parce que on aime les hébergeurs, mais on les aime encore plus quand ils sont québécois, n'est-ce pas? T'as essayé un truc pas mal le fun, Pascal, parce que souvent, et Dieu sait que j'essaie de toujours trimballer avec moi un petit clavier portatif au cas où, mais c'est un paquet de troubles. Et là, t'as peut-être la solution à ce problème-là. Oui, parce que trimballer des claviers, c'est assez chouette. Moi, en ce moment, j'utilise le clavier de OnePlus, là, qui pèse à peu près 2 livres, qui est fantastique, pas très portable. Il y a des compagnies comme Logitech qui font des super bons claviers, qui sont légers et tout. Par exemple, ici, c'est le combo. Comment ça s'appelle? C'est le K950. Okay. C'est un combo qui vient avec une souris qui est à part, avec un petit dongle qu'on branche dans son ordinateur portable. Mais est-ce qu'on s'entend qu'en déplacement, c'est pas la solution la plus pratique dans un sac à dos? C'est gros. Les touches, quand on appuie dessus, ben évidemment, c'est pas l'idéal. On peut pas compresser un clavier. Fait que je suis tombé sur le petit kit ici qui s'appelle Casa Pop-Up Desk de Logitech. Et ceux qui nous regardent sur YouTube en ce moment, vous voyez, je tiens une espèce de gros livre à la main. Imaginez un gros livre relié avec une bande élastique qui le garde fermé, un peu comme un cahier Moleskine, plus gros. Ceux qui visualisent, c'est une bande en caoutchouc, c'est pas en tissu. On ouvre et à l'intérieur, on a un joli petit clavier portable et un pavé tactile à l'intérieur. Ah oui. Alors, c'est super facile de déployer son kit quand on est en déplacement. Pavé tactile d'appoint et super clavier d'appoint, qui est très, très, très le fun, peut se connecter par Bluetooth avec 3 appareils différents. Donc, le clavier et le pavé tactile peuvent se connecter à 3 appareils. Super facile à faire. Mais attention, ce n'est pas tout. L'espèce de livre qui contient le clavier et le pavé tactile a un petit étui qui contient le fil de recharge, mais qui peut aussi contenir des crayons. Des petits accessoires. C'est comme une petite boîte à crayons, un stylet pour son ordinateur, par exemple. C'est génial. Et ce n'est pas tout. On peut aussi déployer la boîte. J'allais dire, c'est sûr, ça prend pour devenir un support pour son ordinateur portable. Une tablette aussi. Ou une tablette. Alors, c'est assez fantastique. On peut poser notre tablette ou notre ordinateur portable et on travaille avec l'écran de son ordinateur portable à la hauteur des yeux. Et je l'ai essayé dans un café et j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'il y a beaucoup de gens que je vois, puis oui, on peut se dire qu'on n'a pas besoin d'un clavier d'appoint avec un ordinateur portable. Certains claviers pour travailler peu de temps, ça marche très bien avec le clavier de l'ordinateur portable, mais avec le clavier Casa Pop-Up Desk, ben on a le support qui met l'écran de notre ordinateur portable à la bonne hauteur, notre clavier, notre pavé tactile, et donc on travaille beaucoup plus efficacement. Je me trouvais assez influenceur, merci. Je travaillais dans un café, puis j'étais comme oh wow, au lieu d'être recroquevillé sur mon laptop, comme Linus sur son piano dans Charlie Brown. Oh, référence. Référence comme si c'est bien Linus qui jouait du piano. Linus qui jouait du piano, me semble, ouais. C'est pas Linus avec la doudou, je sais plus, mais je sais pas. Zut. Écoutez, on va encore nous écrire des courriels de dire hey. Oui, il y avait le nom d'un musicien, d'un pianiste classique reconnu là. Zut. On va Linus avec la doudou, t'as bien raison. Écoutez, écrivez-nous, dites-nous vos commentaires, dites-nous on a parlé en mal de Linux. Là, ils vont
Charlie Brown. Ça n'a pas rapport. On va le googler. Charlie Brown. Fait que j'aime beaucoup le petit combo. On peut le recharger par USB-C. Ce qui m'a déçu, par exemple, c'est que l'autonomie est pas énorme. L'autonomie du clavier peut atteindre jusqu'à 5 mois d'utilisation, seulement 1 mois pour le pavé. Ça pas de l'air, c'est quand même beaucoup, mais des kits, par exemple, comme le combo de clavier, ici je me suis éloigné du micro un petit peu, le K950 fonctionne avec 2 piles AA et on parle de 2 ans, plus de 2 ans d'autonomie avec 2 piles AA qu'on peut remplacer rapidement. Si on a notre kit Casa, on peut recharger avec un port USB-C, mais il faut avoir le temps de le recharger. Ça se fait très vite. Fait que ça, c'est le petit détail. Et il y a aussi évidemment le coût. La Casa Pop-Up Desk, c'est pas quelque chose qui va être utile pour tout le monde. Il va servir régulièrement. C'est 240 $ canadiens pour le kit. Avec le clavier, le pavé et l'étui de transport qui sert de support. Et je te le dis, là, j'aime beaucoup l'idée d'avoir un clavier dans un étui, facile à transporter, élégant, se glisse facilement dans son sac à dos avec son ordinateur portable. C'est offert en 3 couleurs stylées, chic, classique, calme nordique ou rougissement bohémien. Tabern. Ah oui, rougissement bohémien. Ouais, c'est blush, Bohemian blush. Je te laisse deviner quelle couleur c'est. Ben, je veux dire, bohémien. Comment t'appellerais ça dans la vraie vie? Moi, j'appellerais ça rose, mais c'est ça c'est rose. Ça peut être un rouge pâle, je sais pas. Faudrait que je le voie. C'est rose et plus rose. Il y a comme la bande élastique est d'une couleur contrastée. Ah, parce qu'il y a légèrement. Ouais, je comprends. Fait que jetez un coup d'œil, c'est vraiment un bel accessoire. Casa Pop-Up Desk, si vous avez quelqu'un qui a un ordinateur portable avec un mauvais clavier, vous pouvez avoir un meilleur clavier, un bon pavé tactile, travailler plus confortablement et être extrêmement stylé avec ça. Mais toi, tu as une autre solution pour travailler stylé avec un ordinateur. Oui, monsieur, portable. J'en ai parlé. J'ai parlé d'eux. C'est une compagnie qui s'appelle Xebec, Xebec. Et ça m'a interpellé à l'origine parce que ça ressemblait à Québec. Je me disais, il y a peut-être un lien, mais il y avait absolument aucun lien à voir avec la province. Mais ils font des moniteurs d'appoint pour ordinateur portable. Donc, vous savez, c'est une grosse... Il y a une mode, là, et ça continue, d'avoir un deuxième moniteur qu'on accroche sur le moniteur de son ordinateur portable, que ce soit un Mac, un MacBook ou un ordinateur PC d'autres Mac. Et là, ils ont lancé cet hiver au CES une nouvelle version de ça qui s'appelle le Snap, qui honnêtement répond à toutes les critiques que j'avais à faire sur les moniteurs externes précédents. Donc, moi, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant. C'est conçu à la base pour... évidemment, ils présentent ça avec un MacBook, donc MacBook Air, entre autres, mais ça fonctionne sur un PC aussi, là, peu importe. Il suffit d'avoir 1 ou 2 ports USB-C. Ce qu'on a fait cette fois-ci, c'est qu'on a divisé l'appareil, ou en tout cas l'accessoire, en morceaux. Il y a une base qu'on accroche derrière ce moniteur qui fait juste se déposer, qui tient par pression simplement, et sur laquelle se trouvent 2 connecteurs, un de chaque côté, qui sont des connecteurs magnétiques propriétaires. Et là, si vous êtes sur la vidéo, vous voyez, parce que je manipule devant moi la patente à mesure, mais les 2 connecteurs se déploient de chaque côté du moniteur principal de son ordinateur portable, et c'est sur ces connecteurs-là qu'on dépose les écrans. Oh mon Dieu! Et c'est pas tout. Ce sont magnétiques, donc les connexions USB-C sont à même cette espèce de base-là. La base contient une béquille, parce que ça vient lourd, ça peut faire tomber l'écran, mais une fois qu'on déploie la béquille, ça tient tout ça en place sur un moniteur de 13 à 17 pouces pour votre portable. Là, ce qu'on offre du côté de Xebec, ce sont 1 ou 2 moniteurs de 13,3 pouces de bonne résolution, plein HD, et d'une luminosité maximale de 400 nits, ce qui est correct, qui est pas exceptionnel, mais c'est la même chose que souvent la plupart des ordinateurs de prix abordable, donc c'est pas mauvais. Et les moniteurs, vous le voyez, si vous me regardez, font 13,3 pouces de format très rectangulaire, très panoramique. Il y a derrière 3 endroits où on peut connecter chacun des 2 moniteurs, donc on peut le mettre en extension à l'horizontale, ce qui permet d'avoir un deuxième moniteur, ou à la verticale. Il y a bien des gens qui aiment ça, et moi j'en suis un parce que je me suis mis à l'utiliser et je l'utilisais souvent à la verticale. Donc on a notre moniteur central de l'ordinateur portable, et à droite ou à gauche on a un moniteur horizontal, et là à droite ou à gauche, donc de l'autre côté, on a un 3e moniteur qui lui est à la verticale, ce qui permet d'afficher des documents, souvent des documents Word, des fichiers qui sont plus faits sur la longueur, plus naturellement. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne à base par USB-C. Ça prend pas nécessairement une très grosse carte vidéo pour fonctionner, parce qu'on peut utiliser un logiciel qui est une espèce de pilote qui s'appelle le Display Link,
qui est un truc c'est gratuit, ça permet, c'est relativement universel, là, c'est fait pour la plupart des moniteurs d'externe de différentes marques. Et là, on installe ça et ça gère le troisième moniteur en plus du deuxième de façon tout à fait transparente. Et là, évidemment, on peut les disposer, on peut faire de la recopie. Je sais pas qui fait ça, mais on pourrait faire de la recopie pour présenter quelque chose à un client devant soi. On peut avoir deux moniteurs, un devant soi et un à l'envers devant un client, par exemple. Ou on peut aussi, évidemment, étendre son bureau pour faire une espèce de super méga setup extrêmement panoramique. Et c'est vraiment très bien fait. Tout ça s'utilise, ça s'installe, c'est vraiment un charme. Et la grosse affaire, c'est un détail, mais ça vient avec un sac de transport, on range tout ça, et là, ça se transporte tout seul très facilement. Parce que souvent, on achète ces gadgets-là, puis on sait pas comment les trimballer, parce qu'après ça, il faut les traîner, puis ça se graphine, puis ça se brise, puis on finit par peut être très content de l'avoir avec soi. Mais dans ce cas-ci, c'est conçu exprès pour justement les gens qui sont appelons-les des power users de ce genre de gadget-là, parce qu'on a vraiment toute une solution tout en un. Évidemment, quand c'est parfait comme ça, il y a un prix, n'est-ce pas? Ouais, oh. Et ce sera son principal défaut. On peut acheter le Snap, parce que ça s'appelle le Snap, avec 2 ou 1 moniteur. Donc, pour faire un effet de 3 moniteurs sur un portable ou de 2 moniteurs. Avec un seul moniteur, ça coûte 756 $. Et avec 2 moniteurs, ça coûte 1375 $. Donc, c'est pas exactement une aubaine. On sait que si vous allez sur Amazon, il y a des marques chinoises inconnues qui vont vous vendre à peu près la même chose pour 150 $. Mais ça vaut 150 $. Je vais vous dire ça. Oui. Donc, les gens qui sont pas sûrs, allez-y pour un modèle ou allez-y pour le Xebec a un qui s'appelle le Tri-Screen, qui est la version précédente de cette génération-là, qui coûte seulement 300 $. Si vous êtes curieux, mais pas sûr que vous allez l'utiliser, allez-y évidemment pour une version plus abordable comme ça a tout plein de bon sens. Mais pour les gens qui savent qu'ils ont besoin de ça, qui l'utilisent constamment, personnellement, je serais très embêté de ne pas acheter un produit comme ça, parce que j'utilise cet espace d'écran-là à tout bout de champ, tout le temps. Et ça a comme créé un petit besoin dedans de moi d'avoir cette configuration-là. Il y a un défaut à cette configuration-là, c'est qu'il faut, quand on change un moniteur de l'horizontale vers la verticale, il n'y a pas un détecteur automatique qui ajuste l'affichage. Il faut aller dans les réglages de son ordinateur pour le dire. Pivote mon affichage de 90 degrés pour qu'il soit dans la bonne orientation. C'est un petit bidouillage. C'est pas un gros irritant, mais ça fait évidemment à ce prix-là un petit défaut. Il me semble qu'on aurait pu créer un pilote ou quelque chose pour l'automatiser. Donc ça, évidemment, c'est pas l'idéal. Et aussi, évidemment, il y a une issue de transport, mais tout ça ensemble, ça crée un accessoire qui est pas compact, qui se transporte, virgule, mais qui se transporte pas nécessairement si bien que ça. Évidemment, on coupera pas les cheveux en 4, parce que si on veut 3 écrans sur un ordi, nécessairement, ça nous prend quelque chose qui prend de la place. Oui. Donc, les gens qui sont très, très mobiles, qui vont travailler dans des cafés, il faut s'assurer d'avoir un sac de voyage qui est assez spacieux pour accueillir cet appareil-là. C'est gros comme un gros laptop. Vous savez, les laptops Dell ou les Lenovo d'entreprise qu'on a souvent, là, qui sont quand même assez chunky, là, c'est ça en plus. Donc, ça double un peu le volume de ce genre d'accessoires-là. C'est pas super lourd, mais évidemment, comme c'est encombrant, c'est ça. On sait qu'on l'a dans son sac, donc faire attention à ça. Mais sinon, écoutez, c'est un tout en un pour acheter des moniteurs, des écrans, de l'affichage à son appareil mobile. Et ensuite, vous pouvez acheter aussi, évidemment, un petit socle pour relever, ou mieux encore, utiliser le clavier externe de Pascal. Oui, pour relever tout ça à la bonne hauteur et pour avoir un clavier externe qui vous permet d'avoir la meilleure position, très ergonomique. Si vous faites installer comme ça dans un café, là, vous avez l'air de flasher peut-être un peu trop, probablement. Et si vous n'avez pas peur de vous faire juger, là, c'est sûr que c'est un moyen d'accroître la sacro-sainte productivité mobile des gens qui travaillent sur un portable. Sérieusement, c'est toute une bébelle. Moi, j'allais l'utiliser pour faire l'édition de texte cette semaine et ça a vraiment facilité mon travail. Il y avait une panne de courant parce qu'il y a neigé. Oui, en avril, il y a eu beaucoup de neige. Et en situation de panne de courant, j'avais mes 3 écrans avec mon Wi-Fi et ça y allait au poste, les amis, c'était quelque chose. Donc oui, c'est plus cher, mais des fois, quand on sait ce qu'on veut, il faut pas payer le prix. Ouais. Et ça peut valoir la peine. Peut-être commencer par un seul moniteur, ça c'est moins cher. Puis si on en a besoin de plus, migrer vers un deuxième pour avoir les 3 complets. Mais personnellement, je vais vous dire, je vois l'utilité d'avoir un peu plus de real estate d'affichage, comme on dit en bon anglais. Ben oui, ceux qui comptent travailler du chalet cet été, en déplacement, en vacances, en télétravail. Moi, j'ai donné des formations. J'étais à San Francisco. J'ai eu à apporter un deuxième un moniteur externe pour partager l'écran avec les participants aux formations. C'est super utile, un deuxième moniteur portable. Quand tu as besoin de travailler, ça fait une belle différence. Exactement. Puis ça, c'est un peu la Cadillac de ces moniteurs externes. Donc, regardez ça, le Xebec
Snap, ça se trouve sur un site qui s'appelle thexebec.com, thexebec.com. Allez voir ça. Ça vaut le détour. Et ça met fin aussi à notre balado, Pascal, qui était, ma foi, fort chargé encore cette semaine. Toujours un plaisir de discuter de techno avec toi, de science, d'éclipse. Ben oui. Ah là là. On remercie les partenaires TELUS, Planète Oster, Hello Darwin. Merci à Jovaco aussi, C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast partout au Québec et dans le monde. Claude Hébert à la mise en onde, Jean-Christophe Ouellet aussi. Merci beaucoup à Alain McKenna. Sans toi, que serais-je? Merci Pascal. Ben oui. Dans le devoir. Dans mon site, pascalforgette.com, je tiens un coup d'œil. On est tous les deux hébergés par Planète Oster. Et voilà. Et c'est ce qui m'a fait l'épisode. Donc, je vais le dire comme ça. C'est là que nous, on s'éclipse, n'est-ce pas? Et qu'on vous laisse... Vous devez l'applaudir. Sérieux, c'était fort. Je la voyais pas venir. Pour ceux qui nous écoutent jusqu'au bout, ce gag-là est pour vous. Sinon, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde. C'est 23.